Mardi 31 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, Vangangjan ne sera plus un district oublié. Les infrastructures qui y seront construites serviront à rattraper le retard de développement de ce district de la région Atsimwatnanan, a déclaré le candidat numéro 3, Anjradwel. Une attention particulière sera accordée au secteur du girofle, qui est le produit phare de Vangangjan, a-t-il ajouté hier lors de la campagne électorale dans la région. Judigal Rajianirin sur les images de Ant Radjaipe. Aikwanajou Makatia Zao, Zaoku Makatia Najou. Je sais que vous m'aimez et je vous aime aussi, a déclaré le candidat Anjradwel au début de la rencontre avec la population de Vangangjan. L'arrivée d'un grand nombre de personnes pour le rencontrer, ainsi que son épouse Mialradwel, répond également à ces paroles. Le président Anjradwel est dans nos cœurs et il est le seul président dont nous avons besoin et que nous élirons. Le développement partira de la base et touchera tous les ménages. La création d'une usine de transformation de girofle en huile essentielle sera une priorité pour Vangangjan afin de créer des emplois et d'améliorer les revenus des agriculteurs. Il y a aussi la construction des infrastructures dont les habitants ont besoin pour que Vangangjan ne soit plus un district oublié. Par ailleurs, Vangangjan ne dispose pas encore assez d'écoles jusqu'à présent. Le nombre de salles de classe dont dispose ce district n'est pas suffisant face à l'effectif des élèves. C'est la raison pour laquelle la construction de PP, de CEG et de lycées se fera dans les plus brefs délais. Afin de résoudre le problème de l'énergie, Vangangjan sera doté également bientôt d'un parc solaire produisant 1 MW. Il convient de noter que l'équipement pour la construction de ce parc solaire arrive dans pas très longtemps dans le pays, car il est déjà à bord d'un bateau en ce moment. D'autres promettent encore, mais nous, on travaille, a déclaré le candidat Anjradwel, et cela est constaté à travers les diverses infrastructures qui ont été construites dans toute l'île. Les routes nationales que personne n'a réparées auparavant, nous les avons réhabilitées et achevées, et le tour de Vangangjan viendra, a-t-il ajouté. J'ai toujours été avec les habitants de Vangangjan, déclare le candidat Anjradwel, notamment dans les moments difficiles comme le passage des cyclones successifs. Au cours des 5 prochaines années, ce candidat se rapprochera davantage du peuple et travaillera avec les maires pour mener à bien tous les projets à la base afin d'assurer le développement. Après Vangangjan, le voyage du candidat numéro 3 s'est poursuivi à Farafangan. Vous obtiendrez au moins 80% des voix ici lors de l'élection, a déclaré le sénateur de Madagascar, Ndjemanzar Jean-André, qui a parlé au nom des habitants. Ce sera la réponse des habitants pour les nombreuses infrastructures réalisées et en cours de construction au cours de ces 5 dernières années dans tout le district. Les détails toujours avec Judical Ranjianirin et Ant Radjaipe. Bien que la chaleur était insupportable à Farafangan hier après-midi, de nombreuses personnes sont venues rencontrer le candidat Anjradwel. Ce dernier et son épouse Mialradwel ont été chaleureusement accueillis par les habitants de Farafangan. Il est clair que le choix pour Farafangan est déjà fait. On attend que le jour du scrutin pour pouvoir le confirmer, selon le sénateur de Madagascar, Ndjemanzar Jean-André. Nombreux sont les travaux qui ont été réalisés à Farafangan dans de nombreux domaines au cours du premier mandat. Le candidat Anjradwel n'a tenu parole. En conséquence, ces derniers lui font toujours confiance. Il y a un amour particulier entre Farafangan et le candidat numéro 3. Parmi les réalisations, la réhabilitation du Chanbe Anamb et d'autres qui ont été complètement endommagées suite à un incendie. Des infrastructures ont été construites dans le secteur de la santé, de l'éducation, des bureaux gouvernementaux et des installations sportives. La route Vuipen-Farafangan a été achevée et inaugurée. Et la route de plus de 280 km qui relie Irunj et Vangangjan sera entièrement reconstruite pour assurer le développement.
L'amour de Manakar pour le candidat numéro 3 Anjradouel ne change pas, mais grandit de plus en plus. Le candidat Anjradouel a remporté 73% des voix à Manakar lors du scrutin de 2018 et il a mis au défi la foule venue hier au stade Manarapench de Manakar de la porter à 80%. Le candidat numéro 3 a également promis à la population de Manakar de réhabiliter le port de Manakar-Bay pour pouvoir relancer l'économie de la région. Les détails avec Mervoulat Sferen sur les images de Praz d'Enilson. Il a encore été constaté à Manakar, région Fitvnan, que le candidat Anjradouel est dans le cœur de la population malagasy. En effet, les 3 districts qui composent la région Fitvnan, dont Manakar, Vuipen et Ikung, ont eu des représentants lors de la campagne du candidat numéro 3 au stade Manarapench de Manakar. Ils sont venus pour soutenir ce candidat et lui prouver leur amour et leur conviction. Ces représentants qui ont affirmé que ces districts n'ont pas été oubliés, mais ont également bénéficié des travaux de développement initiés par le président Anjradouel lorsqu'il était encore à la tête du pays, et le développement s'est réellement étendu à chaque district. Parmi les grands projets d'infrastructure réalisés par le président Anjradouel à Manakar figure la réhabilitation du pont de Manakar-Bay, en plus de nombreuses infrastructures telles que des routes, des hôpitaux, des écoles, des stades et bien d'autres. Un défi que s'est fixé le candidat numéro 3 Anjradouel pour les 5 prochaines années est de promouvoir l'économie de la région Fitvnan à travers la réhabilitation du port de Manakar, la filière d'exportation du litchi et l'extension du canal de Pengalan jusqu'à Manakar. De nombreux efforts restent à poursuivre et à déployer pour le développement de Madagascar. Nous avons besoin d'un président jeune, actif, visionnaire et expérimenté pour y parvenir. Si le candidat Anjradouel n'a obtenu 73% des voix à la présidentielle de 2018 à Manakar, c'est un défi pour le scrutin du 16 novembre de le porter à 85%. Dans un autre sujet, les employés au sein du CNAPMAD refusent d'être instrumentalisés politiquement. Ils ont effectivement des revendications, mais ces dernières sont en passe d'être résolues selon un responsable de syndicat des employés de ce Centre national de production de matériel didactique. Les détails avec Roud, Christelle Rakout-Malal. Le syndicat du ministère de l'Éducation nationale est venu auprès des employés du CNAPMAD pour les inciter à s'allier au mouvement de grève lancé par l'opposition hier. Mais le syndicat des travailleurs du CNAPMAD a refusé à ce que les employés soient instrumentalisés politiquement. Ces derniers, par la voix de leurs représentants, reprochent également au syndicat ministériel de ne pas les avoir soutenus dans leurs revendications qui durent 3 ans actuellement. Toujours selon les explications, le syndicat de CNAPMAD est indépendant dans leurs revendications. Poursuivant dans le cadre de la campagne électorale, les partisans du candidat numéro 3 Anjradouel, Sonerani Vung, ont organisé hier un carnaval à travers le chef-lieu de ce district. Un événement présidé par le député élu dans cette localité, avec le parti politique TGV local et diverses associations qui soutiennent le candidat Anjradouel. Khatro Manzatou nous en dit plus. Le carnaval des partisans du candidat numéro 3 de Sonerani Vung a débuté sur la place du 8 mars pour se terminer devant le monument du 29 mars. Le président Anjradouel a réalisé de nombreux projets dans la commune de Sonerani Vung, notamment la réalisation de nombreux barrages qui aident les habitants à améliorer leur productivité. Mis à part cela, il y a aussi de nombreuses infrastructures qui ont été réalisées et c'est la raison pour laquelle ces natifs de Sonerani Vung soutiennent le candidat Anjradouel. Les élus de Sonerani Vung ont ainsi exhorté la population à se rendre aux urnes et à voter pour le candidat numéro 3 Anjradouel le 16 novembre afin de pouvoir poursuivre les travaux de développement.
En tourisme, la première édition du Festival des Pirates, qui s'est tenue à Sainte-Marie du 27 au 29 octobre 2023, a été un véritable succès. L'événement a proposé une variété d'activités culturelles, sportives et musicales. Mais le point d'orgue de l'événement reste la chasse au trésor. Le point avec Fanji Sedemgrey. Le nouveau circuit touristique, Pirate Island, lancé le 1er février dernier, a été présenté comme preuve de la diversification des offres touristiques, notamment à Sainte-Marie. Pendant les 2 jours du Festival des Pirates, les équipes ont cherché des indices pour retrouver le totem sur l'île au Forban en relevant de nombreux défis le long des sites historiques emblématiques de Nousbora, notamment le Vieux Fort, la première église catholique en dur, l'île aux Madames et le cimetière des Pirates. La chasse au trésor a été un véritable challenge pour les participants. Le Festival des Pirates est une initiative de l'association LCDF ou le Circuit des Forbans. Un événement qui a été un véritable succès que le ministère du Tourisme a salué. Ce dernier qui cherche également à diversifier l'offre touristique et à promouvoir davantage la destination Sainte-Marie pour la relance de ce secteur. Par ailleurs, l'arrivée des touristes à Sainte-Marie est limitée à la saison des baleines et aux vacances de juin à octobre. De ce fait, nombreux sont les sites touristiques et hôtels qui se retrouvent sans clients pendant plusieurs mois de l'année. Ainsi, l'organisation d'événements comme celui-ci permet de changer cette situation et permet également de montrer aux touristes que les sites touristiques de cette île sont toujours ouverts. Le Festival des Pirates s'est tenu du 27 au 29 octobre dernier. Destination Maroc, après le séisme du 8 septembre dernier dans ce pays, des sources d'eau ont jailli de l'Atlas, la chaîne de montagnes touchée par la catastrophe. Les habitants vivant principalement de l'agriculture et de l'élevage y ont vu un miracle. Mais ce phénomène est tout à fait explicable. France 24. Au cœur des montagnes de l'Atlas, dans la province d'Al-Haouz, les stigmates de l'important séisme du 8 septembre sont encore bien visibles. Aucun douar de la région n'a été épargné par la catastrophe. Alors que le flot incessant des aides emprunte les pistes et les petites routes montagneuses, les habitants ont découvert avec stupéfaction une arrivée accrue des eaux à travers les roches, ou parfois même de nouvelles sources après le tremblement de terre. Depuis le mois d'avril jusqu'à septembre, il n'y avait rien. L'Oued était à sec. Lorsque le séisme a eu lieu, l'eau est sortie des montagnes sans qu'il n'y ait ni de pluie ni de neige. On remercie Dieu. Le ministère de l'Équipement a recensé 45 sources taries par la sécheresse de ces dernières années et dont le débit a augmenté depuis le séisme. Cette eau va beaucoup aider la population locale, parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les sources. Après le séisme, l'eau est sortie et les gens n'en manquent plus aujourd'hui. À la faculté des sciences de Marrakech, le chercheur Hassan Bou apporte une explication rationnelle à ce phénomène de géologie structurale. Donc c'est tout simplement des poches d'eau en intersection avec des fractures. Le séisme a fermé certaines et il a ouvert d'autres, ce qui va faire disparaître des sources ou bien diminuer leur débit ou faire apparaître de nouvelles sources ou tout simplement raviver ou bien augmenter le débit des sources existantes. Ça donne des débits parfois importants, mais ça n'ajoute pas de l'eau. Ce phénomène sera certainement bénéfique, mais au détriment de certaines zones qui verront le débit des sources diminuer. Probablement que des secousses qui arriveront par la suite, c'est-à-dire ils vont rééquilibrer la situation, peut-être ils vont remettre les choses à l'état initial. Personne ne peut savoir si les choses sont éphémères ou si ça va durer dans le temps. Et pour terminer cette édition, pilonnée sans relâche par l'armée israélienne dans le sillage des massacres du 7 octobre dernier perpétrés par le Hamas, la bande de Gaza fait l'objet de toutes les attentions de la part de la communauté internationale. Mais une autre flambée de violence, moins visible, touche aussi les Palestiniens de Cisjordanie, pris pour cible par des colons israéliens avec la bénédiction de l'armée. France 4. Plusieurs silhouettes dévalent la colline en catastrophe. La raison de leur fuite, cette forme dessinée sur l'horizon.
Un pick-up qui rencontre bientôt un petit groupe d'éleveurs palestiniens. Les hommes qui en descendent, cagoulés et fusils au poing, portent l'uniforme de l'armée israélienne, mais aucun insigne. Après un face-à-face tendu, ils quittent finalement les lieux. Selon les villageois palestiniens, il s'agit de colons israéliens qui cherchent à les intimider. Depuis peu, les colons portent des uniformes militaires. On leur a donné des armes et le droit d'agir comme des soldats. La semaine dernière, ils ont attaqué mon frère. Ils viennent dans nos maisons et cassent tout. Même des écoles ont été attaquées. Les villageois de cette région du sud de la Cisjordanie l'affirment. Les agressions qu'ils subissent sont de plus en plus fréquentes, à l'image de cette école vandalisée. Selon le ministère palestinien de la Santé, depuis le 7 octobre et le début de la guerre, 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens. Toute ma vie a été contrôlée par des M16 que tiennent des soldats israéliens. Je n'ai aucun droit civil. Dès que nous voulons construire quelque chose ici, une conduite d'eau, une clinique, une école, tout aménagement de nos conditions de vie, nous devons demander à un militaire étranger. Selon les Nations Unies, depuis le 7 octobre, 607 personnes, parmi lesquelles de nombreuses familles, ont été déplacées en Cisjordanie. C'est plus que la moitié du nombre total de déplacements comptabilisés au cours des 18 derniers mois. Place maintenant aux actualités internationales. Tout de suite, actualités sportives pour commencer. Il recevait hier soir son 8e trophée individuel. Lionel Messi s'est vu remettre le ballon d'or encore une fois. Et chez les femmes, c'est la championne du monde espagnole, Aitana Bonmatí, qui remporte le trophée. Reportage de France 24. Messi. Devant une salle comble, Lionel Messi est sacré ballon d'or masculin 2023. C'est la 8e fois que le joueur de 36 ans soulève ce trophée. Et cette année est particulière puisqu'elle récompense sa performance en Coupe du Monde qui a mené à la victoire de l'Argentine. C'est un trophée pour l'équipe nationale argentine et pour tout le peuple argentin en raison de ce que nous avons accompli pendant la Coupe du Monde. Ce prix est aussi le leur. Il est pour tout le monde. Messi était en concurrence avec 26 autres nominés, dont son ancien coéquipier au PSG Kylian Mbappé et Erling Haaland de Manchester City. Côté féminin, c'est la milieu de terrain espagnole Aitana Bonmatí qui fait son entrée au panthéon du football. La lauréate a elle aussi joué un rôle essentiel dans la victoire de son pays en Coupe du Monde et elle a enchaîné les victoires cette année. J'ai l'impression de rêver. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, Messi a remporté le Ballon d'Or et je n'imaginais pas que je puisse un jour y prétendre. Mais maintenant que j'ai gagné ce prix, c'est un moment de fierté et en même temps, je reste sans voix. Bonmatí est la première joueuse à remporter le Ballon d'Or, le titre de joueuse féminine de l'année de l'UEFA et celui de meilleure joueuse de la Coupe du Monde. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.